Mesdames et messieurs, bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de Wrestle Kingdom 20. Je suis vachement en retard. Le show, c'était le 6 janvier, si je ne dis pas de bêtises. On est actuellement le 23. Hein, j'ai vraiment 3 semaines, 2 semaines de retard. Mais j'ai envie de parler de ce show parce que je l'ai terminé littéralement hier. Un show de 4 heures, 4 heures et demie. Pas forcément des plus digestes, mais un show qui s'inscrit dans la légende puisque on a perdu justement une légende qui a été directement introduit dès l'entrée de ce clip, Hiroshi Tanahashi. Un clip d'introduction au début, légendaire. En fait, moi, je vais expliquer Tanahashi, je le connais depuis uniquement 2 ans en fait. Ça fait 2 ans que je suis la NJPW pour le coup. Et moi, Tanahashi, je l'ai toujours connu comme étant, ben ouais, cette vieille légende. Cette vieille légende. Mais là, ce clip, bah, il m'a montré que Tanahashi, bah ouais, c'est le John Cena en fait de l'ère actuelle. C'est le John Cena du tout le Japon en fait. Ils étaient 50 000 au Tokyo Dome pour voir le dernier match de Tanahashi. La légende Tanahashi, le gentil, le champion du monde. Et pour le coup, ce clip, au début, moi je disais, mais juste, Tanahashi, il va nous faire des bons matchs comme d'habitude. Il nous fait des petits 3 étoiles, 2 étoiles des fois quand il est fatigué. Mais là, ce clip, ça m'a hype Tanahashi de fou. Là, j'ai vu des Tanahashi à Wrestle Kingdom 11. Je me dis, mais attends, mais du coup, j'ai envie d'aller voir tous les Wrestle Kingdom et de comprendre la légende de Tanahashi. Et ben, ce show-ci a clôturé sa carrière. Et quel match, on en parlera dans le main event. Mais ce clip-là, qui a introduit l'histoire de Tanahashi, bah, de base, j'étais venu pour Wrestle Kingdom pour voir un peu les autres matchs. Bah, ça m'a juste donné envie de voir ce match-là. Mais il a fallu attendre 4 heures pour avoir ce match-là. Et qu'est-ce qui est arrivé juste après ce clip? Petit six-man tag pour le titre Never. Bon, les champions, c'est Yo, Master Wato et Toru Yano. Vous connaissez certainement mon amour pour Yo et Master Wato si vous avez vu la dernière vidéo de la Junior Tag League. Ils sont trop bien. Sur le reste des tag teams, je pourrais en parler beaucoup. Mais les points importants à retenir, c'est que Tiger Mask, c'était sa dernière entrée à Wrestle Kingdom, de ce que j'ai compris. Un peu triste. Mais par contre, après, derrière, il y a des clans qui sont assez importants. Hein. Il y a les War Dogs avec Clark Connors, Yuto Ice et Oscar qui sont aussi Yuto Ice et Oscar qui sont champions par équipe. On a la Maison de la Torture avec Narita, Sanada et Yoshinobu Kanemaru. On a TMDK qui est représenté. Et on a Bisha Emon, Hiroki Goto et Yoshihashi qui sont peut-être les favoris, honnêtement, Hiroki Goto, Yoshihashi et Boltin Leg, pour choper les titres Never. Shota Umino et Yuya Uemura avec Kaze Takeshi. Kaze Takeshi, je ne savais pas qui c'était. Bah, j'ai très vite compris qui c'était et j'ai vite compris qu'on pouvait avoir un projet pour le coup sur ces trois-là. Et ça me choquerait pas que sur 2026 ils prennent les titres trio. Parce que tout simplement, Kaze Takeshi, il a fait une entrée sur un groupe de K-pop. Et ben là, on a un mec qui aura farm au milieu là, en rouge et noir avec la capuche. Derrière, t'as Shota Umino et Yuya Uemura qui viennent compléter le trio. Et bah honnêtement, il m'a pas trop gêné dans ce match, le catcheur là, le petit mec qui fait de la K-pop. Je ne sais pas s'il est catcheur à la base ou s'il fait plus de la K-pop. Je suppose qu'il est plus dans la K-pop à la base. Mais il m'a surpris. Il a plutôt bien catché. Et à côté de lui, il a quand même deux personnes qui lui permettront de s'élever, dont surtout Yuya et moi qui lui permettra d'obtenir un facteur babyface énorme. Shota Umino, on sent encore que le public n'est pas acquis à la cause malheureusement. Et c'est cette équipe-là qui a commencé le match. Et moi, j'ai pas compris le principe du match au début. Je me suis dit que c'était un match à élimination. Quand j'ai vu le Tag Team Match Championship, là, je me suis dit, mais c'est juste un match à élimination classique. Une équipe rentre, elle prend un pin, et une équipe arrive juste après. Je me suis dit, c'est un gauntlet match. L'équipe qui arrive juste après, c'est la Maison de la Torture. Et juste après, du coup, j'ai pu comprendre la logique de ce match qu'est le Rampage. L'entrée de la Maison de la Torture, faut que j'en parle 30 secondes. Sanada qui rentre en robot avec noté Sanada has arrived. Un nouveau chapitre commence. Excellent. Sanada toujours en pleine déglingue. Hein. Le mec, honnêtement, il fait rire. Il fait rire. Après, on le verra plus tard, mais il va porter des crocs jaunes qui font 2 mètres. Là, il est rentré en robot, c'était génial. Derrière, t'as Yoshinobu Kanemaru qui est là pour cracher son whisky. Et derrière, t'as Sanada, je sais même pas si j'ai mis une image. Non, mais il y a Sanada qui est là avec sa capuche et qui aura farm aussi en étant trop dark. La Maison de la Torture, j'aime beaucoup. Mais Sanada, pour le coup, quand tu te dis que le mec de base est un ancien champion du monde et qu'il y a eu gros projet sur lui, le voir faire ça actuellement, ça me rend un peu triste. Par contre, quand il catch Sanada, c'est quelque chose.
potentiellement dans le top 20 des meilleurs catcheurs de la NJPW. Et être dans le top 20 des meilleurs catcheurs NJPW, c'est pas rien parce que c'est la meilleure compagnie en termes de catch pur au monde, je veux dire. Le fait, comme dit, bah moi je comprenais pas, je me suis dit, mais pourquoi il y a un compte à rebours qui commence? Et là, le fin du compte à rebours, bah, les War Dogs, le Bullet Club qui rentre avec Yuto Ice et Oscar, bah je suis en mode, mais c'est génial! Le principe, c'est pas du tout un match à élimination, enfin si, c'est quand même un match à élimination, mais je pensais que c'était un gunshot, mais pas du tout. En fait, c'est comme un Royal Rumble, sauf que ben, si une personne est éliminée, toute l'équipe est éliminée, mais tu peux aussi faire le tomber. C'est-à-dire que si tu jettes la personne par-dessus la troisième corde et qu'elle tombe au sol, éliminée. Si elle prend un tombé, éliminée. Et ben la troisième équipe, ou plutôt la première équipe à faire son entrée, après les deux premières, c'est Yuto Ice et Oscar. Je suis très content, ils sont champions par équipe, ça va pouvoir leur permettre de montrer leur capacité. Et d'ailleurs, il y a Clark Connors que j'aime beaucoup, et surtout une chose que j'ai beaucoup aimé sur ça, c'est que Clark Connors, il arrive avec Tekla. Ça m'a fait kiffer. Voir Clark Connors avec Tekla, Clark Connors qui est bon dans toute la division de junior, qui est une très bonne main, le voir associé à Tekla, ça me fait beaucoup kiffer parce que j'étais pas du tout au courant de ça. Et moi, Tekla chez AEW, j'ai un peu de mal. Non, j'ai pas envie de mentir, j'adore AEW, hein, c'est ma deuxième compagnie préférée des NJPW. Mais Tekla, moi j'ai pas la vibe. Par contre, là, l'avoir venir en dark, faire le signe du Bullet Club avec Clark Connors, ça j'ai kiffé. Ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Clark Connors, voilà, moi, comme dit, la division de junior, c'est peut-être ma division préférée chez NJPW, et on va en parler sur toute la soirée. Mais Clark Connors qui met des coups de pneu à absolument tout le monde, j'ai trouvé ça génial. Il fait une ref excellente à son match qu'il a eu contre El Desperado pour le titre junior. Ils ont fait un deathmatch avec El Desperado où il a tapé du pneu aussi. Le voir ressortir le pneu, ça m'a fait énormément kiffer. TMDK qui fait son entrée. Et après ça, j'arrête d'en parler. Parce qu'après, j'ai pas envie de faire chacune des entrées, chacun son tour. La quatrième équipe à rentrer, c'est TMDK. Et ce qui est très bien, c'est que TMDK, dans cette équipe, il y a trois personnes super importantes. D'un côté, tu as les gagnants de la World Tag League, Zack Sabre Jr. et Ryo Oiwa. Ces deux mecs-là, ils vont affronter ceux qui sont rentrés juste avant, le lendemain. Et je connais pas le résultat. Comme dit, j'ai pas regardé encore, je ne m'avancerai pas. Mais le fait est qu'ils rentrent juste après et que c'est eux qui éliminent Yuto Ice et Oscar, j'ai trouvé ça incroyable. Big Jack, Hartley Jackson, j'en reparle juste après, mais cet homme mérite tout mon respect. Zack Sabre Jr., un petit downfall, quand même, faudra en parler. Le mec était champion du monde il y a genre 2-3 mois, et là maintenant il se retrouve dans un match pour le titre Trio Never. Peut-être un peu moins chaud, mais bon. Comme dit, le lendemain il fait son match pour les titres tag contre Yuto Ice et Oscar. Et le fait que ce soit eux qui les éliminent, ça tisse des choses de fou pour le match du lendemain. Donc comme dit, je skip, hein, il y a les entrées de Hiroki Goto, de Tiger Mask, de chacune des équipes. Mais l'événement important, c'est que les dernières personnes à rentrer, c'est Master Wato, Yo et Toru Yano, à savoir les champions actuels. Et que ben Yo et Master Wato, comme présenté dans la Junior Tag League, ils sont en grosse feud avec la Maison de la Torture. Ils sont en grosse feud avec la Maison de la Torture. Et bah de ce fait, c'est la Maison de la Torture qui va totalement tricher et éliminer Yo en le faisant passer par-dessus la troisième corde. Très bon filler. Ça permet d'éliminer Yo. On sait qu'on aura du coup des nouveaux champions trio. Et ça continue d'investir la rivalité euh, entre la Maison de la Torture et Yo Master Wato. On arrive au final, il reste plus que deux équipes, il reste plus que TMDK et Bishamon ainsi que Boltin Oleg. À ce moment-là, comme dit, tout le monde, hein, même à l'entrée du match, tout le monde, pour eux, les gagnants, si ce n'était pas Shota Omino et Yuya et moi, qui pour moi partaient gagnants, c'était Hiroki Goto et Yoshihashi. Parce qu'il faut garder Hiroki Goto loin du titre World, parce que Yoshihashi et Hiroki Goto y méritent, parce que Boltin Oleg, on sait plus trop quoi en faire. Leur deuxième championnat trio, ça paraissait être une évidence. Surtout que, comme dit, Zack Sabre Jr. et Ryohei Oiwa, ils ont le lendemain un match pour les titres tag. Et s'ils prennent les titres, personne ne serait choqué parce qu'ils sont trop forts. Et ben, surprise générale, quand Zack Sabre Jr. fait son tombé surprise sur Boltin Oleg et qu'il rive les épaules pour un compte de 3. Incroyable moment, Zack Sabre Jr. toujours trop fort. Et le moment où ils font la pause emblématique de TMDK, où ils se posent à 3 sur le bord du ring, là, en célébrant avec leur ceinture, et qu'on dit que c'est, je crois, non, c'est pas la première, mais c'est la première ceinture de Hartley Jackson dans toute sa carrière chez NJPW, la première ceinture de Ryo Uewa dans toute
la NJPW et que le projet de Zack Sabre Jr. c'est de faire en sorte que ouais, il arrive au sommet, qu'il a un titre poids lourd, le faire commencer comme ça, c'est légendaire. Le fait de me dire que Hartley Jackson, c'est sa première entrée à Wrestle Kingdom et qu'il obtient un titre, et on a vu les émotions, on l'a vu pleurer, on t'a vu être ému. Et Zack Sabre Jr., il est trop heureux d'aider ses bros à choper des titres. Ça, c'est un feel-good moment. Même si l'équipe, c'est pas censé être des babyface, ça m'a fait kiffer de voir ça et ça m'a surpris. C'était pas un pronostic que j'avais au début, c'était peut-être l'un des matchs les plus difficiles à pronostiquer, mais c'était un super résultat. Le match d'après, Shuri, je sais pas comment ça se prononce, mais Shuri, contre Sayaka Mitani. Je vais surtout parler des entrées, un peu moins de ce qui s'est passé dans le match. Ah, j'ai envie de dire un peu comme dans l'autre, hein, pour le coup. C'est pas, le match d'avant, c'était pas un match fait pour raconter une histoire dans le ring incroyable. Plus des moments qu'on retiendra. Yo qui va continuer son histoire. Zack Sabre qui bat Hiroki Goto. Ça racontera des trucs. Ils iront se raffronter plus tard. Mais là, ce match-là, dans le ring, c'était très bien. Ils ont laissé plus de temps que d'habitude. Ça, c'était bien. Je crois qu'ils ont laissé quelque chose comme 15 minutes. C'était vraiment très bien. Et la unification du titre IWGP Women et le titre Strong. Et moi, sur ce match-là, c'est simple. Je ne savais pas qui miser. Je ne savais absolument pas. Par contre, j'avais dit quelque chose. C'est que, enfin, j'avais dit quelque chose. Je l'ai certainement pas dit, mais c'était mon prono. C'était que si Shuri gagnait le titre, Takeshita perdait. Et que si Sayaka Mitani gagnait, Takeshita gagnait après. Parce que là, c'est simple. On a, comme dans l'avant-dernier match de la soirée, un titre, on va dire, mineur contre un titre principal qui est défendu. Et je me suis dit que si le titre principal gagnait le match féminin, le titre principal masculin perdait. Et inversement, si le titre-là, mineur, gagnait, c'est-à-dire que le titre mineur après perdait. Et on verra ce qui va se passer, mais pour le coup, je ne savais pas qui pronostiquer, mais je me suis dit si Shuri gagne, Takeshita perd. Si Sayaka Mitani gagne, Takeshita gagne. Ce qui s'est passé, je connaissais aucune des deux. Enfin, si, je connaissais Shuri parce qu'elle a fait son match contre Sari il y a pas longtemps, dont j'ai parlé, qui était vraiment très bien. Ben, j'ai connu du coup Sayaka Mitani qui est une meuf de chez 8. Je regarde pas du tout Stardom, mais Sturi en a parlé, donc je sais que 8, bah, c'est la maison de la torture. Et son entrée avec full flow en tout noir, avec on voit pas très bien, mais avec le drapeau de son clan derrière, très très bien. Shuri qui à l'inverse nous fait l'entrée en tout blanc, un ange qui tombe du ciel. Ça m'a beaucoup rappelé Tanahashi contre Evil à Wrestle Kingdom l'an dernier, avec Tanahashi en tout blanc et Evil en tout noir. C'était vraiment très bien. Le match, des gros parpaings qu'elles se sont mis. Vraiment, c'était pas forcément un match flashy, c'était un match technique avec des gros coups qui ont été mis, pas mal d'émotions, hein, des gros kick-out à 2, 3. Par contre, quelque chose qui arrive rarement et dont je vais reparler, c'est les émotions chez NJPW. Et j'en reparlerai sur le Okada Takeshita. Mais les Japonais, je trouve qu'ils ont un peu de mal à exprimer les émotions dans le match. Et pour le coup, Shuri, je trouve qu'elle a été vachement peu souriante. Elle n'a pas été la babyface comme aux États-Unis, t'as l'habitude de voir Finn Balor, Biggie, John Cena, tout le temps sourire. Yota Tsuji, même chez JPW, hein, tout le temps sourire, les babyface tout souriants pour aucune raison. Ils se prennent un Atami, ils sourient. Shuri, c'était la babyface, mais elle tirait la gueule. Elle tirait la gueule tout le temps. Par contre, quand Shuri a gagné, s'il vous plaît, voilà, là il y a les deux qui font leur entrée, aura farming, tout ça. Et elles sont trop stylées, elles font un super match, comme dit, ça se met des partout dans la gueule. Mais quand Shuri elle gagne, à la fin du match, elle a gagné, elle a unifié les titres à Wrestle Kingdom. Déjà, il y a du catch féminin à Wrestle Kingdom, et t'as unifié le titre Strong et le titre suprême. La meuf, elle chiale. Non, mais dans un super match, le match, il est très bien. C'est pas un 5 étoiles, c'est un 4 étoiles. C'est un 4 étoiles, voilà, on est aux alentours 3 quarts, 4 étoiles, très bien. Et le fait que les émotions, la meuf, elle en peut plus, elle a fait l'histoire. Regardez-moi ça, non, mais cette image, elle est incroyable. Et c'est dans ces moments-là que j'ai envie de me dire, mais faudrait regarder Stardom. Faudrait regarder Stardom et avoir tout le temps ça en fait. Si c'est ça, Stardom, bah ça donne une super vitrine à l'entreprise. Ça donne une super vitrine à tout le process qu'il y a derrière. Parce que si ça, on vend ça comme projet à Wrestle Kingdom chez NJPW, moi j'ai envie de voir ce qu'il y a à Stardom. J'ai envie de voir Queen Kingdom là. J'ai envie de voir tous leurs grands shows. J'ai envie de voir ce qui se passe chez eux. Mais voir ça, ça donne que envie de pouvoir continuer. Et j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de catch féminin chez NJPW. Parce que voir des matchs comme ça, donnez-leur des matchs de 20 minutes, une demi-heure, qu'elles écrivent des histoires de fous. Parce que là, dans le match, quand elles ont commencé le combat, on est très vite rentré, très vite dans la fin du match en fait. J'ai tout de suite vu que on allait plus vite qu'à l'habitude pour moi. Et pourtant, c'est pas des catcheuses que j'ai beaucoup vues, genre. Saya Kamitani, c'était la première fois que j'avais catché.
Et pourtant, j'ai senti qu'on allait très vite dans le match et qu'ils auraient pu faire une histoire sur 30 minutes et que leur match a été vraiment un peu, comment dire, raccourci. Mais quand je vois des émotions comme ça et comme dit un très bon match, ben, je me dis que regarder Stardom, ça peut que être une bonne idée parce que là-bas, ils auront le temps, ça peut que être bien. Donc, bonne recommandation, des émotions et ça fait plaisir. Un deuxième feel good moment, je note deuxième feel good moment en deux matchs pour le coup. Attention, alors là, un match que peut-être personne n'attendait, mais moi j'adore. Parce que ça se peut, je vais me répéter, ça se peut, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Moi, si je dois être un membre d'un clan dans ma vie, je suis un United Empire guy. Je vivrai pour United Empire. Mon catcheur préféré, c'est Will Ospreay. J'adore United Empire. Callum Newman dans mes veines, Great Okan dans mes veines, Enare dans mes veines. Mais ce n'est pas pour autant que je trahirai bonne, euh, la bonne lancée, on va dire, du Bullet Club War Dogs avec David Finney à son sommet. Pour parler de ce match-là, bon déjà je vais parler de ce qui se passe du côté des War Dogs. L'association avec les non-affiliés, très bonne idée. Euh, t'as Shingo Takagi qui s'entend très bien avec Drilla Moloney et qui ont fait une très bonne tag league, c'était cool. Gabe Kidd, l'enfant du peuple, c'est cool. David Finlay en chef. Au début on n'y croyait pas, maintenant c'est l'un de mes catcheurs préférés de la NJPW, j'ose le dire, hein, le gagnant de la NJPW Cup, hein, Dave Finlay, on n'oubliera pas. Des très bons matchs cette année. Peut-être, honnêtement, peut-être top 10 des meilleurs catcheurs de NJPW en 2025. Avec Gabe Kidd, très certainement. Hiromu Takahashi, euh, comment dire, l'équation de l'équipe. Hiromu Takahashi, il s'entend pas bien avec les War Dogs, il s'entend surtout pas bien avec David Finlay. Ce sera remontré. C'est un électron libre. Hiromu Takahashi, c'est un mec qui se dit, j'ai envie de faire un dive, je le fais. Même si c'est sur quelqu'un que j'aime pas et qui est dans mon équipe. Si j'ai envie de faire un dive, je le fais. Hiromu Takahashi, c'est ce mec qui peut aller chez AEW. C'est un mec qui peut venir en France. Hiromu Takahashi, c'est vraiment un électron libre et j'adore ce catcheur pour le coup. Même si l'in-ring n'est pas forcément fou, mais la personnalité est vraiment très bien. De l'autre côté, il y a United Empire. Alors, faut que je mette un truc au clair, c'est le match où il se passe beaucoup de choses. Parce que déjà, ben, t'as Callum Newman et Great Okan. C'est une tag team que j'aime beaucoup, même s'ils n'ont pas fait énormément de matchs, mais ils ont chopé les titres tag ensemble et c'était vraiment bien. Et bah, j'ai beaucoup entendu Callum Newman, chef de United Empire. Alors, c'est le projet du Lost Press. C'était le projet du Lost Press, ça je dis pas. Est-ce que c'est le ressenti que j'ai? Bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai pas l'impression que c'est le chef de United Empire, hein. J'ai pas l'impression qu'il est chef chez United Empire. Callum Newman, c'est peut-être le mec qui prend un peu plus le lead dans la tag team. Je dis pas. Il essaie peut-être de se mettre plus en avant que Great Okan, que Jeff Cobb, quand il y avait Jeff Cobb. Ça, je dis pas. Peut-être que NJPW a un gros projet pour lui pour l'avenir, parce que oui, ils lui ont donné un match contre Hiroki Goto qui était vraiment très bien, ça je dis pas. Est-ce que pour autant c'est lui qui fait les décisions chez United Empire? Je suis pas convaincu. Pour moi, United Empire, c'est un clan où il n'y a pas de chef. Pour moi, c'est pas comme bah, justement les War Dogs où c'est David Finlay au sommet, ou comme la Maison de la Torture où c'est Evil. Pour moi, il n'y a pas de chef. Pour moi, tout le monde est libre dans ce clan. Et on en reparlera par la suite, mais ça va de plus en plus partir sur le fait que Callum Newman n'est pas le chef. Et c'est pas pour autant un problème, hein. Il peut être un énorme projet d'avenir, Callum Newman, et pour autant ne pas être le chef. Je crois beaucoup en ce mec, c'est un de mes catcheurs préférés chez NJPW. J'ai l'impression de dire ça pour tout le monde, mais j'adore NJPW en même temps. Mais Callum Newman, c'est le mec à qui Will Ospreay a donné les clés de United Empire. Will Ospreay, c'est mon catcheur préféré. J'adore United Empire, donc Callum Newman, forcément, ça va avec. Pour parler des deux autres personnes, Enare, c'est son match de retour. Il s'était blessé. Enare, moi j'ai connu uniquement euh, dans le G1 Climax de l'année passée, où il avait fait un excellent G1 Climax. Hein, ce match contre El Fantasmo est vraiment à regarder. Il avait fait forte impression. C'est la première fois que je le voyais. Ben, j'avais regardé tout Climax et chacun de ces matchs, je les attendais avec impatience. Il a une tête, il a un physique, il est impressionnant. C'est son match de retour. Ça fait déjà une personne dans l'équipe où tu te dis, ouf, c'est son match de retour. Et ben c'est aussi le match d'arrivée de Andrade l'idolo. Voilà, Andrade qui avait fait un projet WWE qui n'a pas abouti. Il est arrivé chez AEW, WWE lui a dit non, t'as encore un contrat où t'as 6 mois d'attente. Bah, du coup, il vient chez NJPW. C'est très bien. Je pense pas qu'il va rejoindre forcément United Empire. Je pense que c'est juste un match pour dire pour la déconne. Ça fait deux personnes qui font leur arrivée ou leur retour chez NJPW. Et il y a un troisième mec. Et moi, au début, le troisième mec, je me suis dit
Je me suis dit Will Ospreay. Will Ospreay, il revient chez NJPW, il donne la victoire contre David Finlay qui l'a dégagé, et c'est très bien. Par la suite, je me suis calmé, je me suis dit, Henare, Andrade, en plus faut lancer le projet Callum Newman. Non, ça va être un petit mec, la cool, qui va venir. On met un Young Lion ou on met un ancien gars, Francesco Akira, n'importe qui, et ça le fera très bien. Et ben, on verra que je me suis trompé et que les projets pour la suite vont potentiellement être changés chez United Empire. Entrée des War Dogs avec les non-affiliés, avec les non-affiliés d'un côté et les War Dogs de l'autre. David Finlay qui ressort sa machine gun là, qu'il avait déjà l'an dernier. Très bien. Une entrée ultra stylée, une grosse réaction pour Gabe Kidd, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment quelque chose. L'entrée de United Empire avec Callum Newman, The Prince, Great Okan avec son masque, sa main blanche, et Nari avec des vœux à l'arrière. J'ai pas compris. Rase-toi la tête complètement s'il te plaît, Nari, arrête de vouloir faire comme Great Okan. Andrade qui rentre avec son masque. Et l'entrée du prochain gars. Qui est-ce que ça va être? La grosse surprise. Eh ben la grosse surprise c'est Jake Lee. Et ben Jake Lee, je vais vous raconter pour moi qui c'est et comment je l'ai vécu. Jake Lee rentre, je suis déçu. Voilà, j'ose le dire, Jake Lee rentre, je suis déçu. Par contre, le taf des commentateurs anglais, légendaire. Parce que Jake Lee qui rentre, et je m'attendais à rien. Et le simple fait qu'ils me disent c'est le traître, ben oui, ça me rappelle ce que Sturi avait dit quand il parlait du One Climax 35 ou 34, en tout cas celui de l'année dernière, en 2024. Jake Lee c'était le traître. Il n'avait pas fait un bon G1 Climax. Voilà, je vais être totalement transparent. Mon premier souvenir de lui, c'est de faire un G1 Climax. Il est vraiment pas bien. C'était l'un des moins bons membres du G1 Climax. Et on m'avait vendu le mec comme étant le traître. Je le vois arriver, je suis en mode, ok, il a une bonne gueule et tout. Mais moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le traître? Enfin, moi, je croyais que c'était un mec de chez DDT à la base ou de chez Noah qui avait rejoint le JPW. Et du coup, c'était un traître à cause de ça. Mais pas du tout. Là, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un traître? C'est parce que de base, c'était un membre des War Dogs. Et tous les War Dogs, ils sont trop la rage de voir rejoindre United Empire. Jackie, c'est un traître. C'est un mec fourbe. C'est un mec mental. Il vient taper dans la tête des gens. Il est pas forcément bon dans l'in-ring. Même si il est bon. Y a pas de souci. Il l'a prouvé dans ce match-là. Comme dit, son G1, j'ai pas forcément aimé son in-ring. Mais là, il a prouvé qu'il était plutôt bon. Et c'est un mec, c'est un peu Eddie Guerrero, c'est je mens, je triche, je vole. Et ben lui, il va trahir, il va voler, il va tricher. Et ce mec est, juste avoir un personnage comme ça redonne un intérêt de fou à tout United Empire. Et ça, c'est excellent. Et le fait qu'ils se mettent en plein milieu, ah, j'ai eu du doute, hein. Est-ce que Callum Newman va vraiment être le prince? Est-ce que ça va être Callum Newman le chef ou est-ce que ça va être Jake Lee le chef? Ah, et tout le match, pareil, hein, trop de choses à dire sur ce match, c'est un gros 5 contre 5, hein, il y a énormément de monde sur qui il faudrait parler. Ce match nous remonte quand même à une opposition entre deux chefs de base, hein. NJPW, ils ont quand même voulu montrer Callum Newman contre David Finlay parce que oui, dans l'esprit, Callum Newman c'est censé être le chef de United Empire, même si pour moi c'est pas mon ressenti. Dans l'esprit c'est censé être ça, David Finlay il met une grosse rousse à Callum Newman, hein. Non, faut dire les choses, il a mis une grosse rousse à Callum Newman. Callum Newman, homme du match, hein, par contre, hein. Impérial comme catcheur. Il prend des bumps, il vole. S'il faut mettre des atimis, s'il faut être rude, il est rude. En retard sur aucun plan, c'était vraiment très bien. Euh, on arrive vers la fin du match. On arrive à la fin du match. C'est Hiromu Takahashi et David Finlay contre Jake Lee, le traître. Par contre, dès qu'il y a Jake Lee dans le ring, c'est tous les War Dogs qui viennent, il n'y a plus aucun non affilié. À un moment, Jake Lee il arrive à faire en sorte que ce soit Takahashi. Et ben Takahashi va utiliser David Finlay parce qu'il le déteste pour taper sur Jake Lee. Excellent. Ils l'avaient déjà fait dans la Junior Tag League avec Gedo. Ils l'ont refait dans la World Tag League. C'était très bien. Le fait que Hiromu Takahashi il aime pas David Finlay, c'est remontré, c'est apprécié. Et le jour où ils se taperont sur la gueule, ce sera génial. Le jour où il y aura le split à l'intérieur, même s'ils sont juste affiliés, les non affiliés, avec les War Dogs, le jour où il y aura plus cette entente, quand il y aura match entre Hiromu Takahashi et David Finlay, là ce sera légendaire. Juste après ça, gros spot, tout le monde met ses finisher moves et t'as Callum Newman qui te fait une séance avec Drilla Moloney légendaire où il te met des kicks, des vols, il part pour un host cutter et Drilla Moloney il le récupère en l'air et il met son Drilla Killer. Pour moi à ce moment-là,
move de catch du show. Voilà, j'ose le dire, c'est le move de catch du show. Il y a la Molony qui bute, Colin Newman il rebondit sur sa tête, c'est n'importe quoi. Pour moi, là, à ce moment-là, Colin Newman, faut plus le voir. Vraiment, pour moi, il est mort. Tout le monde met ses moves, tout le monde se retrouve à l'extérieur. T'arrives au milieu du ring, il reste David Finlay et Hiromu Takahashi. Bah, qu'est-ce qu'il fait David Finlay? Il va mettre une grosse power bomb à Hiromu Takahashi sur tout le monde dehors, parce que faut quand même faire des moves qui font mal à ton teammate que t'aimes pas, mais qui soient quand même utiles, parce que sinon, ça peut créer des distances. Bah, la grosse power bomb sur tout le monde dehors, excellent moment. Et bah, tout le monde, bah, il se passe ça, mais Jake Lee revient. Jake Lee revient parce que quand on est dehors, bah, Jake Lee est loin, il est derrière et il suit pas trop la powerbomb. Bah, qu'est-ce qu'il fait Jake Lee? Bah, c'est Takahashi qui est libre. Bon bah je vais aller mettre mon finish. David Finlay, il s'est fait éclipser en 2-2, je crois qu'il l'a balancé dehors en rapide. Jake Lee met son Hello Kick, son finish, et cette enflure, parce que j'ose le dire, cette enflure, je sais pas si c'est. Enfin, il a un personnage d'enflure, mais en plus, il a l'attitude qui va avec, parce qu'il fait le tomber avec la main. Il fait le tomber à une main. Il a aucun respect. Et il y a compte de 3. Victoire de United Empire. Je suis très content. Jake Lee, à ce moment-là, je suis en mode, ah ouais, peut-être qu'il se positionne quand même pour être le chef. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, il y a peut-être doute en mode, est-ce que c'était le match pour mettre le Newman chef et vraiment imposer son style. Bah là, tu vois Jake Lee qui fait le tomber à une main. Ouah, il prend des devants pour devenir le chef de United Empire alors que le mec vient d'arriver dans le clan. Il met une sacrée option sur la place de numéro 1 dans le clan pour le coup. Célébration. Célébration de tout United Empire. On est content. Il y a un nouveau gars. Il y a Andrade et Nari est de retour. On est tous contents. Il y a un mec qui arrive avec un masque un peu type Andrade comme il l'avait au début, quand il a fait son entrée. On se dit c'est qui? Il met un super kick à Hiromu Takahashi et il nous reveal que c'est Francesco Akira. Voilà. Retour de la division junior, ça va être très bien. On va aider la division junior. Très content de le revoir. L'un des catcheurs qui m'a fait adorer NJPW dans ses matchs tag à Wrestle Kingdom. Allez regarder, c'est le match tag de Wrestle Kingdom l'an dernier où il est dedans avec TJP. C'était légendaire. Francesco Akira qui est de retour. Que du plaisir. United Empire qui grossit, qui récupère des membres importants. L'année commence vraiment très bien pour eux et je souhaite à United Empire de réussir leur année pour la suite. Bah, en parlant de la division junior, un petit forward pour déterminer un aspirant numéro 1. Tellement de choses à dire, tellement de choses à dire sur ce forward. Bon, déjà, faut que je parle de Dookie. Dookie, c'est avec El Desperado les deux seuls catcheurs que j'ai connus avec le titre junior. Et Dookie, bah, il avait au début un run babyface où il était trop fort. Il cassait la gueule à tout le monde. Genre vraiment, c'était une machine de guerre. Puis il s'est blessé à Wrestle Kingdom l'an dernier contre El Desperado. Il devait nous faire un Ironman match de une demi-heure ou une heure, je sais plus. Il s'est blessé sur un bump. Et El Desperado a carry toute la division. Genre vraiment El Desperado trop fort, hein, un super règne de champion junior où il a affronté José Fujita, Taiji Ishimori, Sho, plein d'autres encore derrière. Et ben derrière, Dookie il est revenu, il a rejoint la maison de la torture et il a volé à l'Esperado et maintenant il vole le meilleur titre de la compagnie. Parce que le championnat junior heavyweight solo, c'est pour moi le titre avec les meilleurs matchs que j'ai vus de toute la NJPW, faut le dire. Et le fait est que ce soit Dookie qui l'ait, c'est bien. Le fait que ce soit Dookie qui l'ait de la House of Torture, c'est moins bien. Parce que la House of Torture, c'est cool, ça crée des instants. Par contre, sur un titre qui se veut technique, avec des matchs super intéressants dans le catch, c'est beaucoup moins intéressant à ce moment-là. Il faut que je parle du coup de chacun des entrants par rapport à l'histoire. Donc, El Desperado, je viens de faire tout le. C'est l'ancien champion, c'est le mec qui a une rivalité historique contre Dookie, c'est le mec qui veut récupérer son titre parce qu'on lui a volé. Y a pas de souci. José Fujita, c'est le gagnant de la Junior New Japan Junior Cup, ou je sais plus comment il l'avait appelé, mais il a gagné le gros tournoi de la division Junior. Il a perdu contre El Desperado après pour le championnat, mais gros projet d'avenir. C'est un mec qui a perdu contre Tanahashi dans son avant-dernier match de sa carrière. C'est le projet de Zack Sabre Jr. chez TMDK. C'est un projet tag dans la division junior, c'est un projet solo dans la division junior. Excellent. Taiji Ishimori, c'est la même chose, sauf que c'est chez les War Dogs avec Dave Finlay. C'est le projet solo de la division junior, c'est le projet tag de la division junior. C'est un excellent catcheur. La seule différence qu'il a avec les trois autres, c'est que son année 2025, elle est triste.
Là où Kosei Fujita a gagné la Junior Cup, là où El Desperado a été le champion toute la longue partie, Taiji Ishimori, lui, il a rien eu. Il a fait des super matchs, il a tout le temps perdu. C'est assez embêtant pour lui pour le coup. Finaliste, je rappelle, finaliste de la World Tag Junior Cup. Et Sho, champion par équipe junior avec Douki, vainqueur de la Junior Tag League. Une belle année pour lui. Et il correspond totalement aux attentes de la House of Torture pour le coup. Douki qui rentre, et moi la seule chose que je n'avais pas comme information sur l'entrée de Douki, je me suis dit mais pourquoi est-ce que Douki il a pas juste fait un four-way et c'était lui à la place de Sho? Douki a dit je ne vais pas venir à Wrestle Kingdom parce que sinon je vais éclipser je vais être tellement chaud que je vais réussir à éclipser Tanahashi. La retraite de Tanahashi et par respect du coup je ne viens pas. Mais l'ego du gars, il a dit je ne viens pas parce que la plus grande légende de tous les temps, si je fais un match, on s'en fout, on parlera que de moi. Mais c'est quoi ça? C'est fou de dire ça. Et de se faire, bah oui, j'ai envie de voir Doki crever, j'ai envie de voir Doki perdre. Et ensuite, t'as tout le reste qui fait son entrée. Donc t'as Kosei Fushida là qui vient qui fait son entrée. Euh, J'écoutais jamais les thèmes songs, hein, pour le coup, moi je skippais toujours les thèmes songs et je passais tout de suite au match. Bah, le thème song de Kosei Fushida, tout comme celui du partenaire du coup de Shota Umino et Yuya Emura, je le retiendrai, parce que le theme song de Kosei Fushida c'est quelque chose. Il est vraiment bien. Une entrée avec du flow. Et bah, on termine par l'entrée de Sho. Et pour le coup, Sho, bah, il est avec Yoshinobu Kanemaru, il est avec Douki, et il voit, ils sont trois. Ils sont trois autres dans le ring. Bon, bah, on va peut-être faire un petit 3v3 au lieu de faire un 4-way. Hein? Même si le match c'est un 4-way, bah, on va vous tabasser la gueule et je vais gagner. Et je vais aller affronter mon pote Douki. Ouais, comme ça, le titre il reste dans la maison de la torture et tout le monde est content. Bah, c'était ce qui était prévu, sauf que Taiji Ishimori l'a fait non, je vais faire un gros moonsault et casser la gueule à toute la maison de la torture. Et tout le reste du match après derrière, c'est on va casser la gueule à la maison de la torture. Et surtout chaud. Parce que bon, ça reste un fort ouais, faut que ce soit les 4 personnes légales qui soient minimum dans le ring, on va dire. Bah, le principe du match, c'est on va tous taper chaud. Et quand chaud est pas là, on se tape sur la gueule, mais dès que chaud rentre dans le ring, on lui tape la gueule. Là, chaud, il avait déjà pris cher par El Desperado et Teiji Ishimori, c'était le moment de causer Fujita. Il a commencé à mettre sa soumission. Les deux autres sont venus l'aider et empêcher chaud de respirer. Ils ont fait que ça tout le match. C'était excellent. C'est le moment qu'on voulait tous voir. C'est la maison de la torture qui se fait enfin avoir par le nombre. Et ça fait plaisir. Je skip. Ellipse. On arrive vers la fin du match. L'arbitre est out parce que maison de la torture. Hein, faites pas chier. Shaw, ouais, il a un tournevis, une clé, on s'en fiche. Il a un élément important dans la main qui peut permettre de gagner. Sur Taiji Ishimori, s'il met son coup, c'est fini. Et là, alors là, pour reparler de toute la division junior, parce que j'ai suivi hein, la division tag, la junior cup, le règne de l'Esperado, le règne de Douki le premier, c'est ma division préférée. Le fait est de voir à ce moment-là la triche de la maison de la torture et de voir Robbie Eagle venir. Oh là là, Robbie Eagle, membre de TMDK, le collègue de la division par équipe avec Kosei Fushita. Il vient tabasser la gueule de Sho. Très bien, c'est un forward, t'as le droit de venir tabasser la gueule. Excellent. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il y a Robbie X, le partenaire par équipe de Taiji Ishimori, le finaliste de la World Tag League Junior, qui vient mettre un double cutter à Douki et Yoshinobu Kanemaru. Que du kiff. À ce moment-là, mais tu te dis, mais quoi? Il y a la division tag de la Junior Tag League qui vient aider la division junior single. Mais c'est génial, c'est crossover classique, ça récompense le fait d'avoir suivi la Junior Tag League. Et bah, qu'est-ce qu'on continue? Kukai, le collègue de El Desperado qui vient. Et c'est pas juste, ils viennent et ils font chacun leur move et ils tapent sur la maison de la torture, ils tapent ensemble. Là, on voit Robbie X qui aide Kukai à venir tabasser la maison de la torture et c'est génial. Juste après ça, Robbie Eagle il fait un dive, Kukai il fait un dive sur la maison de la torture comme ça il dégage. Bah, le dernier à faire un dive c'est Robbie X et il fait un springboard moonsault magnifique qui casse la gueule à tout le monde. Le spot est vraiment beau. Vraiment là, quand on voit la prise de Robix, là, comment il se fait dans les airs, c'est vraiment magnifique. Mais derrière, Sho, il arrive. Parce qu'il restait, en gros, sur le ring, là, il reste plus que Sho et Kosei Fushita. Sho, il vient avec sa plaque en métal, il met un gros coup sur Robbie Eagle. Ouais, c'est ça, Robbie Eagle, le pauvre, qui est complètement out. Il met un gros coup sur Kosei Fushita parce que vous êtes dans la même équipe, donc je tabasse les deux. Il met son énorme finish Sho, et à ce moment-là, tu te dis, mais non,
il n'y a plus personne. Parce que bah, tous les collègues par équipe de chacun des membres qui sont dans ce match-là, à savoir Dookie, hein, pour chaud, qui s'est fait tabasser par Obélix et tout le reste, bah, ils sont tous venus. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir intervenir. Et ben, il y a El Desperado qui fait le save, parce qu'il y avait 1, 2, 3 clairement. El Desperado qui fait le save, empêche la victoire de Shaw, qui met 2 fois son finish sur Shaw, et victoire de El Desperado. Peut-être un peu déçu de la victoire de Desperado, on aurait peut-être préféré que ce soit Kosei Fushida qui fasse la victoire à Wrestle Kingdom pour le moment, ou Taiji Ishimori pour la belle année qu'il a eue. Mais El Desperado qui gagne, ça me va aussi, ça va pouvoir relancer la division contre Dookie. Et la réaction de Dookie à la victoire de Shaw, elle est priceless, le voir s'énerver. Mais ça devait être chaud, on devait faire un match House of Torture contre House of Torture, ça aurait été génial. Bah non, t'affronteras ton rival historique, à savoir El Desperado. Et s'il te plaît, Dookie, redeviens un catcheur, comment dire ça, un bon catcheur. Arrête la maison de torture. Genre, t'es largement assez fort pour catcher tout seul. Le mec, il y avait à des moments où il affrontait Shaw. Shaw, il lui a enlevé son masque. On a vu le visage de Dookie avec ah purée, tout un design sur sa bouche là qui avait été peint et tout. C'était trop stylé. Il est devenu mode berserk quand on lui a enlevé son masque. Il a tabassé Shaw, c'était génial. Et là, le fait de juste le voir faire des gruges, un peu plus embêtant pour moi de mon côté. Et savoir que l'Esperdo va peut-être relancer Dookie, ça peut me faire kiffer. Parce que là, moi, j'ai gros espoir que El Desperado arrive à faire changer Dookie. Et je parlerai de changement de personnalité. Parce que j'ai déjà parlé avec Shuri qui était émotive. Faire changer Dookie de personnalité et le refaire devenir une bonne personne, c'est un projet 2026 pour moi. Parce que Dookie peut pas rester dans la maison de la torture. C'est un trop bon catcheur pour être dans la maison de la torture. Euh, Comment il s'appelle? Bad Luck Fail, il peut être dans la maison de la torture parce que le mec il fait 2 mètres et qu'il a du mal pour catcher. C'est pas un très bon catcheur, mais Dookie, c'est un des catcheurs les plus techniques qui existent. Le mettre dans la maison de la torture, c'est se priver d'un talent. C'est clairement se priver d'un talent. C'est rageant pour moi parce que voir un diamant être recouvert de merde par la maison de la torture, c'est vraiment terrifiant pour moi. Des fois, ça crée des bons moments. Des fois, ça crée Sanada et Ren Narita qui battent Yuto Ice et Oscar dans la World Tag League. Des fois, ça crée Ren Narita qui fait un bon match contre Zack Sabre Jr. Je dis pas. Je dis pas. Mais la plupart du temps, c'est de la triche et des boutades. Alors, c'est l'idée de la maison de la torture. Moi, j'aime beaucoup quand c'est Evil qui fait ça, quand c'est Sho qui fait ça, quand c'est Ren Narita qui fait ça, quand c'est Sanada qui fait ça. Par contre, quand c'est Dookie, qui est l'un des meilleurs catcheurs techniques au monde, là, ça m'embête. Le fait de me dire que El Desperado va pouvoir potentiellement changer ça, je l'endors mieux. Me dire que 2026, ça va peut-être être l'année du changement pour Dookie, ça serait excellent. Eh ben, parlons de la maison de la torture, on va continuer là-dessus. Quelqu'un qui ne changera jamais, à savoir Evil, qui est le roi des enflures. Evil contre Aaron Wolf. Alors Aaron Wolf, vous savez pas qui c'est? Bah moi non plus, mais c'est une légende du judo au Japon. C'est un mec qui a été médaillé d'or à Paris au JO. C'est un mec qui a reçu l'une des plus grosses pop à son entrée de tout le show, j'ose le dire. La deuxième plus grosse pop des Tanahashi. Et ce match, c'est simple. T'es Aaron Wolf, t'es un catcheur qui vient d'arriver chez NJPW. Quel est le meilleur move que tu puisses faire pour récupérer une pop facile, sachant que tu en auras déjà une? Venir en Young Lion. Ça, c'est un move de fou. Venir et te mettre en mode Young Lion, c'est génial. Alors, de ce que les commentateurs anglais ont dit, Evil avait dit si tu perds, je vais te faire devenir un Young Lion. En mode c'est trop la honte d'être un Young Lion. Aaron Wolf, il est venu, il s'est mis en Young Lion tout seul, il a fait non, c'est pas la honte. C'est un putain d'honneur d'être un Young Lion, les gars, et je suis totalement d'accord avec lui. Il est venu, il aurait pu juste être lui. Il a fait non, je vais commencer au stade de base, comme tous les mecs qui ont commencé chez NJPW. Je me rase la tête, je mets mon slip noir et je vais aller casser des bouches. Le fait est qu'il commence en disant je vais commencer au stade le plus bas. Oh, mais c'est la preuve, c'est la plus grande preuve d'amour que tu peux faire à NJPW. Et c'est un gros pied de nez à ce qu'a dit Evil, hein. Parce que de fait, Evil, bah, qui gagne ou qui perd dans Wolf, il a gagné. Là, il a gagné, il a dit je m'en fiche de ce que vous pensez de moi, tout ce que je veux, c'est faire le catch. Et prouver que j'aime le catch. C'était un move génial. Et par contre, bah, lui, il a prouvé son amour au catch. Bah, Evil, derrière, il va prouver son amour à la House of Torture parce que putain, le principe du règne de Evil, bah, c'est on est 18 dans mon clan, et ben, chacun des matchs, c'est un 1 versus 18. Est-ce que l'ami Ronald va pouvoir faire l'exploit? Tout le match, c'est ça. Tout le match, c'est savoir est-ce que Ronald va réussir à faire l'exploit. Ben, pendant pas mal de temps, il va se faire casser la gueule par un peu tout le monde parce que c'est la maison de la torture, du coup, l'arbitre, à un moment, il disparaît.
Et du coup, ben ouais, il se fait tabasser par Dictogo, Evil, Bad Luck Fale, Yoshinobu Kanemaru, Sho, Duki, Ren Narita, Sanada. Il y a tout le monde qui vient pour lui casser la gueule. Le principe même de la maison de la torture, c'est de savoir quand est-ce qu'un mec va réussir à casser la gueule à tout le monde. Juste avant qu'il y ait ce spot, Aaron Wolf, il avait réussi à mettre un move de judo à tout le monde. Et pendant tout le match, il avait fait un move de judo assez classique. Et juste, bah, il n'arrivait pas à le faire à Bad Luck Fale parce qu'il est un peu trop gros. De ce fait, Bad Luck Fale, il arrive à le calmer et à lui faire son move du splash. Juste derrière, il se dégage d'une grosse close line de Evil. Moi, je pensais que le match était fini. Honnêtement, je pensais que le match était fini juste après la grosse close line de Evil, après la destruction de la table. Derrière, Evil, il veut faire son Evil Inside, contré par le move de judo. Genre là, c'est le moment où il voulait mettre son Evil Inside. Et là, il le contre avec son move de judo. Il le met au sol. Mais le truc, c'est que s'il fait un tombé, moi, c'est comme ça que j'ai perçu, hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais le mec est trop fort, parce que même mentalement, son move est intelligent. S'il fait un tombé à ce moment-là, les mecs de la maison de la torture, ils sont tous aux abords du ring. Ils vont dégager l'arbitre. C'est sûr qu'ils vont dégager l'arbitre. Et qu'ils vont aller lui tabasser la gueule. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Aaron Wolf? Il lui a fait un triangle de tête. Move de judo. Enfin, je sais pas si c'est un move de judo, mais triangle de tête. Et c'est super. Il est en plein milieu du ring. Triangle de tête. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron Wolf, il a peut-être pas fait l'exploit d'éliminer tous les mecs autour de Evil. Par contre, il a réussi à faire pass out Evil. Il a fait pass out Evil. Énorme réaction du public. Nouveau champion never. Je suis trop heureux. Un Young Lion. Une star. Un homme qui aime le catch. J'ai que hâte de voir la suite pour lui. Parce que là, c'était un gros moment. Il a été à Wrestle Kingdom. Il a affronté Evil. C'était facile à écrire comme histoire, hein, d'affronter Evil pour le coup. Mais par la suite, comment est-ce qu'il va faire dans son in-ring pour se développer, pour amener d'autres moves? J'ai hâte de voir ça. Et pour le coup, l'histoire, elle est magnifique. Un homme célèbre qui pourrait juste prendre les étoiles et dire je viens chez NJPW, donnez-moi tout. Il est venu, il a fait non, je vais me mettre au stade de base, là où tout le monde commence, et je vais monter. Et ben il a réussi dès son premier match à montrer qu'il mérite, et j'espère pour lui que par la suite ça n'apportera que du mieux. Ça se peut, il perd son titre là le lendemain, hein. Ça se peut, il perd son titre le lendemain, mais ce moment me fait dire que ce mec, en 2026, il peut réussir sa carrière chez NJPW. J'ose le dire. Avec les réactions, avec le catch, avec son. Même mentalement, comment est-ce qu'il s'est débrouillé à battre Evil. J'ai envie de voir ce mec en 2026 réussir. Co-main event. Co-main event. Et alors, faut que j'en parle par contre de ce qui s'est passé juste avant parce que c'était tellement une dinguerie. Parce que c'est un match en 10 minutes, hein, c'est rapide, hein. C'est le premier match de l'année 2026 que j'ai mis dans. J'ai un petit board où je mets tous les matchs que j'adore. C'est le premier match de 2026 que j'ai mis dans les matchs que j'adore. Genre vraiment, il y a des matchs qui sont au-dessus de tout. J'ai mis ce match-là dans le premier. Et ben les deux qui arrivent après, ils y sont aussi. Ce match-là, c'était un feel-good moment de fou furieux. Les deux prochains matchs, ce match-là surtout, c'est le catch. C'est le catch, l'histoire s'écrit. Et ben j'avais dit que si Shuri gagne, Yota gagne. Et ben on va voir ce qui va se passer. Mais là, en gros, il y a Yota Tsuji contre Konosuke Takeshita, le héros d'un peuple, Yota Tsuji, très clairement. Le babyface, le mec sourit, enfin bon là il sourit pas trop mais dans toute son entrée il sourit, là il était assez plus business pour le coup, d'habitude il sourit tout le temps, là il était assez business. Mais Yotatsuji, le héros d'un peuple, des réactions de fou, et de l'autre côté Ishita, qui est l'intrus, vraiment, hein, qui est l'erreur. C'est triste de dire, hein, parce que c'est un super catcheur. Il a fait des super matchs, hein, Zack Sabre Jr., Goto, des très bons matchs. Kingo Tagagi peut-être même, je vais pas envie de dire de bêtises. Bon ça c'est peut-être pour le titre Never plutôt. Un très bon climax, Evil, tout ça. Konosuke Takeshita, c'est un mec qui vient de chez DDT et de chez AEW, et de ce fait, on n'aime pas chez NJPW parce que le mec vient d'ailleurs. Pensez ce que vous en voulez. N'empêche que ça a permis de créer un clivage de fou parce que Takeshita, c'est le heel ultime. Je tiens à rappeler que Takeshita, c'est le mec qui, en finale du climax, il bat Evil, hein. Et il est hué Takeshita parce qu'il a battu Evil, parce que Evil il tient chez NJPW. C'est fou de dire ça. Et ben là, Yotatsuji, c'est la star qu'on veut créer. Takeshita, c'est le mec qui vient d'autre part. Tout le public est derrière Yotatsuji. Tout le public, il est derrière lui, clairement. Au début, Takeshita, il fait des signes au public en mode allez, faites du bruit pour moi. Personne fait du bruit. Tout le monde crie Yota, Yota, Yota. Et pareil, là, faire un play-by-play, ça va être très très dur parce que là, il y a une histoire dans le ring qui dure une demi-heure. Et le match, il est gigantesque, il est trop bien.
Et toute l'histoire du match, toute l'histoire de Yota Tsuji, c'est je tape le dos et je casse les côtes de Takeshita. Toute l'histoire du match, c'est ça. Et le reste de l'histoire du match, c'est qui est le meilleur. Juste qui est le meilleur au catch. Parce que le principe du titre IWGP, c'est savoir qui sera le meilleur catcheur. C'est pas savoir qui fait la meilleure histoire dans le ring, c'est pas savoir qui est le meilleur au micro, c'est pas savoir qui est le plus charismatique, c'est qui est le meilleur dans le ring. Et ben Yota Tsuji, il est venu, il a fait la souplex et le tombstone de Takeshita. Là, on est vraiment à déjà 20 minutes de match. Il fait la souplesse et le tombstone de Takeshita. Bah, Takeshita, qu'est-ce qu'il fait? Il répond avec un G-Blaster! C'était génial. Énormément, grosse réaction. Les deux, ils se font des contres de fou. Il y a des moments, ils sont sur la troisième corde, c'est zinzin. Takeshita, il met sa Blue Thunderbomb, son Helluva Kick. Il y a des flips, il y a des moments rudes où ça va se taper juste sur la gueule. Énorme match. Honnêtement, j'ai pas envie de faire un gros play-by-play parce que ça, faut aller le voir. Pareil, hein, le match, c'est un bon 4,5 facile. Facile. Et pareil, hein, il est dans mes matchs de l'année, très clairement. Peut-être le show de l'année, hein, Wrestle Kingdom, tous les ans. Hein. De manière, tous les ans, Wrestle Kingdom, ça peut être le show de l'année. Fin du match. Il reste plus que là, c'est le dernier move. Et ben, ils nous font la Brian Ospreay. Brian Danielson Ospreay, un de mes matchs préférés de Dynasty 2024, je dirais. J'espère que c'est 2024, sinon je l'air un peu bête. Mais je dirais que c'est ça. Ils nous font le spot où les deux vont mettre leur finish et celui qui perd le duel meurt. Et ben Takeshita contre Yota Tsuji, à ce moment-là, qui c'est qui va mettre son finish? Soit Takeshita met son coup de genou, soit Yota Tsuji met son G-Buster. Et ben Yota il va couper en deux Takeshita. Même si moi à ce moment-là j'étais persuadé que Takeshita il mettait son coup de pied et que c'était plié. Hein. Pour moi là Takeshita il mettait son coup de pied, c'était plié. Yota Tsuji se relevait pas. Et ben rien du tout, Yota Tsuji G-Buster et il fait pas le tomber cette enflure. Il fait un Boston Crab. Il vient casser encore plus le dos qu'il a cassé à ce moment-là et qu'il a cassé pendant tout le reste du match. Yota Tsuji il fait un énorme Boston Crab. Takeshita se bat. Il se bat pour aller chercher les cordes, il se bat pour se lever, mais Yota Tsuji il pousse la pression. Il pousse en pression et qu'est-ce qui se passe? Takeshita tape. Takeshita il a pas pass out comme ils veulent. Takeshita il a tapé. Takeshita a tapé, mesdames et messieurs. Il a accepté la défaite. Il a dit, en tapant, Yota Tsuji est meilleur. Enfin, il l'a pas dit, mais c'est un signe. Quand tu tapes, tu acceptes la douleur, tu as trop mal. L'autre a été meilleur. Et juste après ça, t'as l'image de Takeshita qui s'en veut. Mais Yota Tsuji a gagné. T'as l'image de Takeshita qui fait putain, pourquoi j'ai tapé, j'en pouvais plus, mais pourquoi j'ai tapé? Il faut mettre de la glace sur son dos parce qu'il en peut plus. Mais pourquoi est-ce que j'ai tapé? Et t'as Yota Tsuji avec le titre global. Le titre IWGP et Yota avec le titre IWGP, mais tu peux écrire tellement de choses par la suite. Yota, t'as envie de le voir affronter tout le monde. J'ai l'impression de me répéter, mais après, j'adore tout le monde en même temps. Mais Yota, faut à tout prix qu'il aille affronter Shota, faut qu'il aille affronter Yuya, faut qu'il aille affronter Ren Narita, hein, parce que pour moi, ces quatre mecs-là, c'est l'avenir hein, de NJPW, très clairement. Faut qu'il aille affronter David Finlay, parce que lui aussi, c'est l'avenir. Faut qu'il continue sa rivalité avec Gay Kid, parce que ça aussi, c'est l'avenir. Faut qu'il affronte Callum Newman, parce que c'est l'avenir. Et bah, l'avenir, moi, je me suis dit, il peut être écrit plein de choses, parce qu'à ce moment-là, Yota Tsuji, il dit merci le public, merci Takeshita, t'as été un très bon catcheur. C'était un super match. Voilà, il remet en avant Takeshita, hein, il le laisse pas juste partir en disant t'es un heel, force à toi. Il lui dit non, c'était un excellent combat, t'as été un bon champion, tout ça. Et à ce moment-là, je suis en mode bon bah c'est cool, il lui a fait son petit speech. On verra bien ce que l'avenir dira pour ce titre. Et bah rien du tout. Jake Lee qui vient tabasser Yota. Jake Lee qui vient se positionner pour être le prochain aspirant au titre. Et c'est bien. Parce que là, Jake Lee, moi avant dans le match, je suis en mode ok, c'est un petit salaud, il fait son tombe à une main, il impose, c'est le traître. Mais c'est pas juste le traître, c'est le nouveau leader. Parce que moi, je vois ça là. Moi, pour moi, Kalo Newman, il devait l'affronter, Yota Tsuji, à un moment. Pour perdre, hein. Kalo Newman, il devait perdre hein, contre Yota Tsuji, mais ça lui permettait de le mettre en avant. Mais là, voir Jake Lee détruire le moment de Yota Tsuji qui vient de devenir champion. Oh là là, mais Jake Lee, il prend une place de leader, mais direct dans mon cœur. Et pourtant, je préfère 1000 fois Kalo Newman. Mais Jake Lee,
il crée des moments, il crée de la destruction, il vient jouer dans la tête des personnes, il détruit des moments. Et là, le petit problème que j'ai avec ce moment-là, par contre, c'est pas le fait que Jake Lee, c'est peut-être pas le meilleur catcheur in ring, c'est pas le fait qu'on détruise le moment de Utah, ça je trouve ça vraiment très bien parce que ça impacte directement, ça va tout de suite lancer une grosse storyline. Le problème que j'ai, c'est l'image qui va arriver par la suite. Daiki Nagai, j'en ai parlé dans la World Tag League, hein, et j'en ai parlé depuis tout à l'heure des mecs juniors. T'as largement le niveau, va sauver ton pote. T'adores Yota Tsuji, il traîne avec toi, toi tu veux rejoindre les non-affiliés. Daiki Nagai, tu veux rejoindre les non-affiliés. Bon, le mec qui vient de devenir IWGP World Heavyweight Champion là, il se fait tabasser par un random gars qui vient d'arriver et qui est un gros traître. Mais vas-y, va le taper. Même si tu perds, au moins t'auras essayé. Là non, juste tu viens et tu lui soulèves le bras. Ça m'a saoulé. Daiki Nagai, t'aurais dû te lever, prendre position et dire non, moi je suis un mec des non-affiliés, j'accepte pas que Jake Lee vienne voler le moment de mon chef, je vais te taper. Et même s'il aurait juste essayé de le taper, Jake Lee il aurait mis un Atemi, un Hello Kick et ça aurait été fini, il aurait perdu. Mais là, le fait qu'il ne fasse rien, Daiki Nagai, c'est une incohérence de fou pour moi. C'est totalement incohérent. Mais bon, passons outre ça. Jake Lee Yotatsuji sur la suite, ça va être très bien. Jake Lee a prouvé en gagnant le match 5 contre 5 qu'il était important. Voilà, il affirme sa position de mec important en battant le mec qui vient de devenir champion et qui a unifié les titres. C'est un moment historique, hein, c'est la première fois que ça arrive, qu'on unifie le titre global et le titre world. Le mec vient directement détruire ce moment. Mentalement, le mec est chaud, hein, Jake Lee. Par contre, Yota, t'as intérêt de le battre. Parce que si Jake Lee devient champion, moi j'explose. Parce que Jake Lee, pour moi, il doit absolument pas devenir champion. Il doit encore se construire. Il doit trahir United Empire. Pour moi, Jake Lee, ça doit juste être un gros traître qui n'obtiendra quelques titres mineurs. S'il vole le titre global à Yota Tsuji, c'est cool. Par contre, il doit pas prendre le titre world. Je refuse qu'il prenne le titre world. Et Yota Tsuji, pour moi, il doit avoir un long règne. Là, moi, je veux que juin, Yota il soit champion. Je veux que, comme dit, hein, Shota, Zack Sabre, Goto, Takahashi, tout le monde. Tout le monde, Yota. Et là, tu vois ça et tu te dis, bah, ça pourrait être fini, hein. Franchement, il y a eu des retours, il y a eu des super matchs, il y a un nouveau champion, il y a un mec qui vient de se positionner pour aller affronter le futur champion. Très bien. Mais quoi? Il y a le main event, les gars. Vous avez oublié. De base, si vous êtes venus, c'est pour voir ça. C'est pour voir le dernier match de Hiroshi Tanahashi contre Kazushika Okada. C'est la raison de pourquoi est-ce qu'il y a 50 000 personnes à Wrestle Kingdom cette année. Super Tanahashi fait son dernier match. Et la question qu'on se posait tous, c'est est-ce que Okada va venir en Okada AEW ou Okada NJPW? Bah, Tanahashi a fait son. Bon, la première entrée c'est Okada, j'ai pas pris en photo, mais il a fait son entrée en AEW, gars. Et ça m'a. Vraiment, le Okada classique de chez AEW là, moi Okada chez AEW, j'aime pas. Voilà, chose de dire, j'aime pas. Son catch, il est lent, il est embêtant, il a aucune expression Okada, j'aime pas ça. J'aime pas ça. À part quand il fait son fuck et que tout le monde fait ouais, ou quand il fait pardon, ou quand il fait son sourire totalement forcé quand il tape un de ses coéquipiers, ça c'est cool. Mais le reste, ou quand il dit bitch, voilà, ça c'est des trucs fun. Mais le reste dans le ring, c'est pas ouf. Dans l'histoire, c'est pas ouf. Okada, je suis pas convaincu chez EW. Je me suis dit, mais chez NJPW, moi j'ai vu qu'une fois. Il a fait un match contre Ospreay, qui est un de mes matchs préférés. Donc peut-être que c'est le moment. Peut-être que c'est le moment, bah non, il fait son entrée en AEW, gars. Et il vient avec Gedo. Pas compris. Pas compris, il est venu avec Gedo. Alors que pourtant, il y a des membres de la Don Callis Family, hein, ils sont venus avec Takeshita, hein. Il y a Rocky Romero qui est venu avec Takeshita, bah je sais pas pourquoi il est pas venu avec Okada. Alors je suis pas à jour, hein, je viens de terminer World's End chez AEW, je sais pas si Okada est toujours dans la Don Callis Family, je suppose que oui, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait Gedo qui est rentré avec Okada. Et pour illustrer tout ce que je viens de dire, là, t'as Tanahashi qui fait son entrée, héros d'un peuple, Okada, un traître, hein, il est allé chez AEW, il fait son entrée en mode AEW, hein, qui va, Tanahashi, un héros, 50 000 personnes qui chantent Go Ace, Tanahashi, Tanahashi, Forever Ace, tout Tanahashi, entrée de Dieu, hein, la meilleure entrée devant Kosei Fujita, devant la K-pop, devant Aaron Wolf, la meilleure entrée, mais ça c'était à prévoir. Là où Kosei Fujita c'était plus la surprise.
Et derrière, ouais, t'as le Okada. Ah, t'as le Okada EW. Le Okada qui fait sa Rainmaker pose et qui fait un doigt. Le Okada qui veut gagner son match de main event par count-out. Mais quoi? Bah ouais. Bah ouais, non, mais j'allais faire un tombstone sur un tombstone pile driver là sur les rounds, enfin, sur le dehors du ring et je vais attendre que Tanahashi il perde en restant 20 secondes à l'extérieur. Quoi? Mais pardon, mais non, mais tu fais pas ça, Okada. Et toute l'histoire du match, c'est que Okada, c'est le meilleur catcheur de la planète, pour beaucoup. Et c'est comme ça que ça a été écrit dans ce match. C'est que Okada c'est le meilleur catcheur et que Tanahashi c'est un vieux. Voilà, hein, non mais moi comme dit, c'était mon ressenti. Avant de voir le clip, pour moi Tanahashi c'est juste un vieux, une vieille légende qui a un peu de mal. Ce match-là, ça m'a rappelé que Tanahashi, bah ouais, c'est super Tanahashi. Et qu'est-ce qui se passe? Bah il rentre à 19, il se prend 3, 4 Rainmakers, le match il est fini. Le match il est fini, il se prend 3, 4 Rainmakers, j'en peux plus. Kazuchika Okada il fait le tomber. 1, 2, et c'est Kazuchika qui relève la tête de Tanahashi en mode je vais t'humilier. Et Okada il a dit en interview, mon but c'est de faire en sorte que le public veuille que le match s'arrête autant que Tanahashi le veuille. Il veut humilier le match, il veut humilier la fin de carrière de Tanahashi. C'est fou de vouloir faire ça. C'est un manque de respect immense de vouloir faire ça comme match. Et là, Okada, il avait le match gagné, hein. Il avait mis genre 5 Rainmakers d'affilée quasiment. Il soulève Tanahashi, il se dit non, non, on va continuer, on va pas s'arrêter. Et la suite du match, c'est quoi? Après, la suite du match, c'est pas très. Enfin, c'est un match pour l'histoire. Ce match-là aussi est dans mon top 5 de matchs. Enfin, dans mon top 2026 de mes matchs préférés. Il y a que 3 matchs dedans, actuellement il est dans les 3. La suite du match, par contre, le selling est totalement incohérent. C'est-à-dire que là, Tanahashi, il a pris genre 5 Rainmakers, 6 Rainmakers. Takeshita va vouloir tenter de mettre un Rainmaker, Tanahashi va esquiver, il va courir dans les cordes, il va mettre une close line. Les deux sont au sol à niveau égal. Les deux sont autant fatigués. Alors, je sais pas si on se rend compte. Tanahashi, il a mis un coup de poing. Kazuchika Okada, il a mis 6 fois son finish. Les deux sont KO. Ça n'a aucun sens. Bon, Okada se relève un peu plus vite. Il recale son Rainmaker. Et qu'est-ce qui se passe? Un, 2, Tanahashi se dégage. Tanahashi se dégage, il a pris genre 7 Rainmakers. Mais le mec ne s'arrête pas. Le mec est juste beaucoup trop fort. Bah, qu'est-ce qu'il se dit? Okada, bah, il se dit bah, Yotasuji vient de faire quoi avant? Il l'a fait taper Takeshita. Ouais, je vais faire pareil. Voilà, je vais faire pareil, hein. Et là, t'as les commentateurs qui sont en mode mais super Tanahashi ne tapera jamais, never give up Tanahashi. Et moi, je suis totalement dans le train, je suis en mode mais Tanahashi ne tapera pas, il va survivre, il peut pas faire comme Evil qui passe out, comme Takeshita qui tape. Il est au-dessus de tout ça, Tanahashi. Et Tanahashi, il souffre, hein, il a pris 7 finishes, 5 dropkicks, 3 descentes du coude, un tombstone sur le ring, un tombstone à l'extérieur, un DDT à l'extérieur aussi. Jamais il va se relever, jamais. Il faut pas qu'il tape, mais faut pas qu'il tape, il va pas se relever parce qu'il est mort, hein, il est complètement cuit, mais faut pas qu'il tape. Il arrive à trouver les cordes. Il arrive à trouver les cordes. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il fait son comeback. Il fait son Sling Blade. Il fait tout. Il fait son High Five Flow. Il y a dégagement contre 2-2. Il y a un moment, il tient une sleeper hold sur Okada. Il le pose au sol. Et il met un piqué à Okada. Et derrière, il fait le signe de Shinsuke Nakamura. Là, il fait le signe de Shinsuke Nakamura. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait, ce fou furieux? Il fait la pause de Nakamura, mais il en peut plus. Il a pris 7 finishes, il est vieux, c'est son dernier match. Mais il fait la pause de Nakamura parce que l'histoire avec Nakamura, elle est légendaire. On l'a vu dans le clip du début. Et il part pour le finish. Il met le finish de Nakamura. Il met son finish. C'est fini. Le bon moment. Compte de 2. Compte de 2. Okada qui se dégage. Putain de compte de 2. J'y croyais. Là, je me suis dit, mais c'est bon, Tanahashi, il a sa victoire, il a fait le moment Nakamura, ça va être très bien. Compte de 2. Derrière, les deux se relèvent parce que là, bon, Okada, certes, il a pris un peu cher, il a peut-être pas pris 7 finishes, il a peut-être pris 2 ou 3 là quand même. Les deux se relèvent et les deux essayent de placer un pile driver, enfin, ouais, un tombstone pile driver, là, à la manière de Okada. Il y a un duel sur le poids, et ben le mec qui arrive à gagner le duel, c'est Tanahashi qui arrive à soulever Okada, sauf que Okada il contre en tombant en arrière et en faisant un Destino à la Tetsuya Naito.
le callback à Naito, il est légendaire. Et alors malheureusement, moi, j'aurais pas tous les callbacks des autres personnes. Je sais qu'il y a un moment, il met genre un power slam Okada et c'est un callback à quelqu'un. Je l'ai pas. Voilà, je vais pas mentir, moi je l'ai pas. Par contre, Okada qui met un Destino, Tanahashi qui met son Kinshasa, là j'ai les refs. C'est des catcheurs que je connais. Et ça me fait vachement kiffer de voir ça. Okada qui met le Destino, qui met une Rainmaker juste derrière, et compte de deux, Tanahashi se dégage, mais quel monstre! Tanahashi qui a pris 10 finishes et qui s'en sort encore. Tanahashi beaucoup trop fort. Et là, à ce moment-là, Okada il fait OK, vas-y, lève-toi, on va se la mettre. Vas-y, c'est bon, j'ai compris. J'arriverai pas à t'humilier, par contre, maintenant on se la met. Okada passe en mode serious business. Et je me suis dit, mais c'est bon, c'est maintenant. Et Tanahashi il se lève, il se met des gros parpaings et je me suis dit, mais vas-y là, Okada, deviens, catch vraiment là, c'est ton moment là. Prends-toi des parpaings, remets-lui les idées en place, Tanahashi là, remets-lui des idées en place à Okada là, en lui mettant des parpaings, Tana. On est tous contents. Et ben qu'est-ce qui se passe? Ben ça marche! Il lui a mis ses gros parpaings dans la gueule et Okada devient Okada NJPW. Il a arrêté d'être AEW. Quand il s'est sorti du Destino et du Rainmaker, il s'est dit ok, on va commencer à vraiment catcher, on se met des parpaings dans la gueule. Tanahashi tombe après les parpaings, il a fait Rainmaker pose. Il a fait la vraie Rainmaker pose. Il n'y a pas eu Rainmaker et je vous fais un doigt. Il y a eu la vraie Rainmaker pose qui fait vraiment kiffer. On a retrouvé Okada, le vrai catcheur, le vrai meilleur catcheur du monde. Et, et j'ai parlé des émotions quand j'ai vu cette tête de Okada, quand il a fait sa Rainmaker pose. Là, moi, j'ai vu un Okada, littéralement à ce moment-là, j'ai vu un Okada qui a vu la délivrance et qui a compris qu'il devait sortir de la Don Callis Midi. Ça, ce Okada là, qui fait cette tête là, qui fait cette Rainmaker, c'est un Okada que je veux plus voir chez AEW. Voilà, moi je veux voir plus que celui-là là. Je veux voir un Okada qui a des émotions, qui est content, qui sourit, qui fait pas que tirer la gueule, qui crée des instants, qui crée des moments. Okada, quand il fait ce moment-là, tout le public fait Oh! Et quand je vois cette tête, mais je suis en mode mais oui, Okada peut créer des émotions. Okada en a des émotions aussi, il peut les transmettre. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Rainmaker de, de Kazushika Okada. Et pareil, grosse expression sur son visage. On voit qu'il est content de mettre sa Rainmaker, on voit qu'il est à fond dans le match et qu'il s'est donné au maximum de sa force. Tanahashi, il est complètement cuit. L'arbitre, il est choc-barre de ce qui vient de se passer. Okada, il est complètement au maximum de sa force. Il est en mode, c'est bon, j'ai retrouvé la voie et c'est comme ça que moi je le vois. Là, je vois un Okada qui a recompris et qui re-aime le catch et qui arrêtera de tirer la gueule pour moi chez AEW. J'espère que c'est ça. J'espère qu'on a récupéré le soldat Okada. Et qu'est-ce qui se passe? Juste après cette Rainmaker où Okada, comme dit, super expressif, tout le monde est trop heureux. Voilà, là je mets cette petite slide, mais c'est juste pour voir l'expression sur la gueule de Okada, et surtout de l'arbitre. L'arbitre qui à ce moment-là qui gueule à Tanahashi, dégage-toi! Je parle pas japonais, mais je suppose que c'est ça, hein. Pour moi, l'arbitre à ce moment-là prie pour que Tanahashi se dégage. Et ben il y a eu compte de 3, victoire de Okada. Et j'ose le dire, ce 6 janvier 2026, on a peut-être perdu la légende Hiroshi Tanahashi dans son dernier match, mais peut-être que chez AEW, on a récupéré une légende au nom de Kazuchika Okada qui va enfin être expressif, enfin être un vrai catcheur et qui va arrêter de catcher avec le frein à main et de tirer la gueule. Si on a réussi à perdre une légende pour en gagner une autre, ça me va très bien. L'avenir me donnera raison ou tort, on verra la suite chez AEW. Par la suite, ce qui est aussi très bien, c'est que Okada, il reste pas 20 ans sur le ring. Il a gagné, il est parti, il a fait un gros sourire. J'espère que Okada, comme dit, restera une légende et nous refera cette tête, ce moment. Moi, je ne veux voir que ce Okada-là. Et juste après sa victoire, Tanahashi, congratulé par tout le service NJPW, tout le monde est content. Il fait ses petites photos, il reçoit ses bouquets de fleurs, c'est son dernier match. On est tous très tristes. Mais à ce moment-là, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mais une fois que j'ai vu le premier arriver, bah, j'ai compris. Entrée de Jay White. Voilà, et à ce moment-là, bah, tu comprends que, ouais, la AEW a dit, hey, Tana, on l'aime bien. Tana, il est venu faire. Il est venu faire. Ah putain, comment ça s'appelle? Le show avec NJP. Il est venu faire. D'or. Le show avec la NJP.
Ah, Open Door, Close Door. Ah, j'ai plus le nom du show avec la Forbidden Door, Forbidden Door. Il est venu faire Forbidden Door, il a fait son petit match, on l'a fait gagner, il a kiffé. Il a toujours participé activement chez AEW. C'est un mec qu'on aime beaucoup, il y a beaucoup de catcheurs de chez AEW qui viennent. On envoie Jay White. Et quand j'ai vu Jay White arriver, j'ai fait bon bah j'ai compris. Je sais ce qui va se passer. Jay White il vient, il offre des fleurs, poignée de main, salut de respect. Derrière, autour, t'as tous les mecs qui sont en mode Forever Ace. Parce qu'on n'oublie pas que tout le public a chanté derrière Tanahashi pendant tout le match. Et dehors, là, t'as ELP, t'as Daiki Nagai, t'as Shotomino, t'as tous les babyface qui tiennent avec Tanahashi, hein, très clairement. Et là, t'as Jay White qui vient lui serrer la main. C'est très bien. Et moi, j'ai compris à ce moment-là ce qui allait se passer. Eh ben, ça s'est passé. Oui, l'Osprey qui fait son entrée. Je suis trop heureux. Il est peut-être encore blessé, mais juste entendre son thème son, voir sa tête, le voir de bonne humeur, souriant, ça me va. J'adore ce gars. Il vient, il serre la main, il dit bravo Tanahashi, belle fin de carrière, tout ça. Qui pourrait encore rentrer et augmenter ce moment? Qui sait qui pourrait encore augmenter? Eh ben Kenny Omega et Kota Ibushi, les Golden Lovers, deux mecs qui ont écrit l'histoire de chez NJPW, hein. Actuellement, on a quatre ex-champions IWGP qui viennent de faire leur entrée. Deux personnes qui, comme les deux autres avant, hein, Jay White et Will Ospreay, je leur enlèverai pas non plus, mais Kenny Omega et Kota Ibushi, ils ont aussi écrit des pages chez NJPW. Ils ont écrit des pages avec Tanahashi, très clairement. Ça vient saluer, ça vient dire bonjour, ça vient dire bravo, belle fin de carrière, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Dirige bien la compagnie. Derrière, qui c'est qui rentre? Parce que c'est pas fini. Katsuyori Shibata, rival légendaire de notre bon ami Hiroshi Tanahashi. Et bon, là je le mets. Tanahashi il chiale, mais il chiale à chaque fois. Jay White il est content. Osprey il est content. Omega il est content. Ibushi il est content. Mais par contre, la réaction à Shibata, putain, il en peut plus. Il en peut plus. Et qu'est-ce qu'ils se font, ces deux fous furieux? Parce qu'ils sont rivales historiques de catch, hein, dans les storylines, ils se détestent, mais dans la vraie vie, ils s'adorent. C'est de la théorie, hein. Ça se peut dans la. Enfin, si, s'il vient, ils s'adorent, je suppose. Ils se mettent des chopes. Katsuri Shibata, il enlève des t-shirts. Ils se mettent deux chopes chacun. Et juste après les deux chopes, qu'est-ce qu'ils font? Gros câlin. Gros câlin de Shibata à Tanahashi. Tanahashi, il en peut plus, il pleure. Le moment, il est légendaire. C'est la meilleure fin de carrière que j'ai entendue de ma vie. Tout le monde prend une petite photo. Voilà, photo avec tout le monde, avec Will Ospreay, avec Jay White, Ibushi, Omega, Shibata. Même si Shibata c'est censé être un heal, on prend la photo. Deux mecs random, là, je les connais pas. Et là, tu te dis, mais c'est très bien. Il a fait les callbacks à tout le monde pendant son match, il a un super match d'adieu. Il a fait la plus grosse tournée d'adieu que je connaisse et qui est peut-être l'une des meilleures, hein. Sur toute l'année 2025, il a fait la meilleure tournée d'adieu de tous les temps. Bien mieux que celle de John Cena, très clairement. Et là, le fait qu'il termine avec sa petite photo avec tout le monde, un excellent moment. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas de chez AEW qui vienne. Et non, ce n'est pas Nakamura, même si j'aurais beaucoup aimé que ce soit Nakamura. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus attaché à NJPW que Nakamura, puisque Tetsuya Naito, le free agent qui s'est barré de chez NJPW, et qui est totalement free agent actuellement, ou il est chez GHC, je crois, ou il est champion par équipe peut-être. Je sais pas trop envie de me positionner, mais Tetsuya Naito qui fait son entrée, qui fait son speech, le mec n'est plus chez NJPW. Il n'est pas chez AEW. Il vient de son plein gré pour Tana. Le moment est légendaire. Le moment est légendaire. Tanahashi, il en peut plus. Et Naito, il lui parle, il lui dit, tu sais, c'est grâce à des mecs comme toi, comme à plein d'autres, que le catch, il marche bien. Bravo Tanahashi. Tanahashi, il pleure. Le moment est légendaire. Ils se font un câlin avec Naito. Naito repartira, on le reverra certainement plus chez NJPW. Par contre, Naito, merci d'être venu, ça a fait un gros moment. Juste après, Tanahashi, il prend le micro et il dit merci, merci Jay White, merci Ospreay, merci la compagnie, merci les fans, merci tout le monde. C'était mon dernier match. Et le match, bah, c'est les émotions. C'est les émotions pour Tana, pour Okada, pour le public, pour moi qui ne suis que depuis 2 ans. Merci Tana, tu resteras pour moi toujours le ace de cette compagnie, même si c'est des moments que j'ai pas vécu, mais j'irai vivre ces moments. Mais Tanahashi, que de l'amour pour toi, une légende qui est partie, t'en as certainement, t'en as créé plein d'autres. T'as suivi pour El Fantasmo pour lancer le projet, t'as suivi pour Shota et Yuya Uemura, t'as suivi pour Kose Fushita.
T'as créé de très grandes personnes, t'as des légendes qui sont venues pour terminer ta carrière. Bravo Tanahashi, et je ne te souhaite que le meilleur pour la suite de ta carrière.